Bonjour ou bonsoir à vous tous. Vous êtes dans le monde en 7 sur New World TV. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine. Nous allons parler des États-Unis, du Canada et de la Chine avec la guerre commerciale qui fait rage entre ces pays sur fond de droits de douane. Nous évoquerons également les affrontements au niveau du sud de Kivu, au niveau de la République démocratique du Congo. Les églises s'impliquent pour la paix. Et puis en deuxième partie, on va consacrer l'émission à évoquer les 20 ans de la disparition de l'ancien président togolais, le général Eyadema Gnassingbé. Des hommages lui ont été rendus. Deux invités pour faire ce débat avec moi ce jour. Samir Ourosama. Samir Ourosama est juriste. Il est également président de l'ICJVE. Bonjour Samir. Bonjour Samuel, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément à Kara, c'est dans la préfecture de la Kosa, environ 412 km donc de Lomé, la capitale du Togo. Kara qui a abrité donc en milieu de semaine la commémoration du 20e anniversaire du décès de l'ancien président de la République, Gnassingbé Eyadema. Donc le 5 février 2025, une prière œcuménique a été organisée au palais des congrès de la ville en présence donc du chef de l'État Faure Gnassingbé, de l'us-personnalité de la famille pleurer des forces vives du pays pour le repos éternel de feu général Gnassingbé Eyadema. Une commémoration marquée donc également par des témoignages sur le parcours du père de la nation togolaise et l'empreinte qu'il a laissée sur les plans national et international un peu partout donc à travers le monde, notamment à Berlin en Allemagne. D'ailleurs, Lomé et Berlin entretiennent d'ailleurs d'excellentes coopérations dans les secteurs essentiels comme la santé, la formation professionnelle, l'agriculture, la décentralisation encore, la promotion du secteur privé, comme j'ai pris l'habitude depuis un très bon moment de le dire, toujours grâce à New World TV. Merci pour cette belle introduction. On parlera donc en long et en large du général Eyadema en deuxième partie. Face à vous, Marcel Aguestinou, juriste également, débat de juristes, également journaliste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent depuis les tréfonds de quatre coins du monde, sans oublier la préfecture de Yoto, où j'ai vu le jour, il y a 31 décembre 1988. Donc, je remercie le Tout-Puissant pour cette préfecture, cette belle préfecture qui regorge, vous le savez mieux, des ressources minières et énergétiques, etc., mais mal exploitées. Mais un jour viendra, tout ira dans l'ordre. Et je salue à vous-même, vous êtes encore beau et élégant. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission. On va commencer avec le premier sujet, je le disais. Les États-Unis, le Mexique, le Canada, la Chine s'affrontent à coups de guerre de droits de douane. La Chine a annoncé mardi qu'elle imposerait également à son tour des droits de douane sur plusieurs produits américains, notamment les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié. Une réponse à l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% de droits de douane américains sur l'ensemble des produits importés de la Chine, bras de fer commercial donc entre Pékin et Washington, alors que les États-Unis vont imposer une augmentation de 10% sur des droits de douane de l'ensemble des produits importés de Chine. La réplique donc est venue de la Chine, mais pas que, c'est pas que la Chine, le Canada également est concerné. Certains produits canadiens sont frappés de 25% de hausse de droits de douane. Le Mexique également. C'est un sujet, Samir Ourosama, naturellement, que vous suivez. Donald Trump, on peut dire qu'il a fait un retour assez tonitruant à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Samuel. Je pense qu'il est important de contextualiser un peu cette problématique d'imposition de nouveaux droits de douane à ces pays-là. Vous avez en face des acteurs un peu diversifiés. Vous avez les États-Unis qui sont considérés comme la première puissance économique du monde. Le dernier classement donc du célèbre magazine Forbes le place d'ailleurs dans cette position-là, avec un PIB vivifiant d'ailleurs, et vous avez une économie américaine qui repose véritablement sur les services, sur
les infrastructures, véritablement, la qualité des infrastructures, mais également sur l'innovation, la technologie, véritablement. Et en face, vous avez la Chine, qui est le dauphin éternel donc, des États-Unis depuis 1960 que la Chine a grimpé de rang, a quitté la 4e place en termes de puissance économique du monde et qui talonne véritablement les États-Unis sur le plan économique. La Chine, c'est à peu près 1 milliard de population. C'est un PIB qui accroît véritablement en 2024. Je pense que le PIB qui est considéré comme le produit intérieur brut, qui est un indicateur qui permet donc d'évaluer la puissance économique d'un pays, donc un PIB qui tourne autour de 4,6%. Et donc vous avez vraiment cette économie chinoise qui également se fonde sur des infrastructures de plus en plus de qualité. Vous avez un marché grandiose véritablement, avec une population qui avoisine donc les 1 et quelques milliards donc de population. Et en face, vous avez le Canada qui est la 10e puissance économique et également qui a une proximité géographique avec les États-Unis et dont l'économie repose sur les ressources minières, notamment le gaz et le pétrole. Et vous avez le Mexique qui est considéré comme d'ailleurs la 2e puissance économique au niveau donc de l'Amérique latine, derrière le Brésil, qui également dépend des États-Unis en termes des différentes exportations. Donc l'économie mexicaine dépend en grande partie donc des exportations donc vers les États-Unis. Donc vous avez en face ces acteurs-là, et vous avez le plus puissant qui est les États-Unis, qui estime qu'en réalité la question de crime, la question des drogues, la question de migrants illégaux constitue un problème majeur au sein de la société américaine. Et d'ailleurs, ça a été l'une des promesses de campagne de Donald Trump qui, déjà même au moment des campagnes, avait donné sa parole et il a manifesté cela aux premières heures en prenant donc ce décret-là, en imposant de nouveaux droits de douane sur les produits provenant donc du Mexique et puis du Canada, mais également un pourcentage de 10% supplémentaire sur les produits donc provenant donc de la Chine. Donc je pense que les États-Unis, par ce acte-là, affirment leur suprématie sur le plan économique, parce que quand vous prenez un peu l'économie américaine, 40% des importations américaines viennent de quoi? Viennent du Canada, viennent du Mexique et puis viennent de la Chine véritablement. C'est vrai que les États-Unis ont une proximité géographique, donc partagent des frontières avec le Canada. Donc ça fait quoi? Plus de 8 fois le Togo. La longueur de la frontière, ça fait quelque chose de 8000 km. Vous avez la frontière avec comment on appelle ça? Le Mexique. Je pense que c'est la frontière avec le Mexique qui fait plus de 8000 km, mais avec le Canada, je pense que ça doit tourner autour de 3000 km. Et puis vous avez un concurrent qui est loin, de l'autre côté donc de la Méditerranée, donc qui est à 11 000 km. Donc je pense que les États-Unis veulent mettre une pression économique donc sur ces pays-là pour qu'ils prennent des mesures afin de régler les problèmes d'immigrants illégaux, mais également la question de criminels, de drogue, véritablement. Oui, notamment ce célèbre fentanyl qui est donc pointé du doigt par Donald Trump, et le Canada est véritablement indexé comme ce territoire-là qui travaille à la fabrication donc de ce type de drogue. Alors, Marcel Agbestine, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la logique de Donald Trump? Parce que pour lui, dans sa tête, c'est les États-Unis et les États-Unis d'abord. Est-ce que pour vous, toutes ces mesures qu'il prend, les droits de douane, c'est d'abord pour protéger les États-Unis? Vous savez, je suis de la logique, je partage en première position, en première école, sa logique. Parce que c'est un président, lorsqu'il était candidat avant le 20 janvier, ou bien avant le 2 novembre, il a tenu certains messages ou bien certaines promesses de campagne. Que l'Amérique d'abord, lorsque vous allez me voter, et lorsque j'accède au pouvoir, je vais retrocéder certaines choses, certains biens qui sont dispersés dans le monde entier pour vous les Américains. L'Amérique d'abord,
pour régler certaines questions internes de l'Amérique. Donc, un président sérieux qui a véhiculé dans la masse, dans le populisme, qui a fait le populisme parce qu'il a été entouré par plusieurs populistes. Et il a tenu ses promesses de campagne, ses messages de campagne. Donc, pour régulariser la situation, Donald Trump est à dos au mur aujourd'hui de satisfaire son électorat. Pour satisfaire son électorat, il doit encore rebondir sur le Mexique. C'est-à-dire que le Mexique a été longtemps visé par Donald Trump, raison pour laquelle il voudrait même construire un mur de séparation lors de son premier mandat. Et lors de son premier mandat là, qui s'est terminé à queue de poisson, il a terminé, mais il n'a pas digéré les résultats globaux définitifs proclamés par les instances chargées des élections américaines. Et maintenant, de son retour, lorsqu'il a fait rétropédalage à la Maison-Blanche, il va faire pieds et mains pour que ses promesses de campagne ne soient pas des messages vains, des propos vains. Raison pour laquelle, immédiatement, même lors de la prestation de serment, il a signé plus de 100 et quelques décrets, y compris le traité de droit de douane concernant le Mexique, le Canada et la Chine. Maintenant, il a réparti le quota. La part, nous appelons le quote-part. La quote-part qui revenait à ces trois pays, c'est réparti comme suit. 25% pour Mexique et le Canada. Et 10% pour la Chine. De là, immédiatement, aucun État ne peut pas vivre aujourd'hui en autarcie. Tel qu'il a voulu imposer ses droits de douane à ces trois pays, immédiatement, à bon gré mal gré, ces trois pays aussi ont riposté à travers leurs dirigeants, que ce soit la présidente du Mexique ou en passant par le Canada, par son ministre, par le biais de son premier ministre. Ils ont déjà informé la Maison-Blanche que eux aussi, ils vont riposter. Et la dame du Mexique a dit, il a un plan A, plan B et plan C. On ne sait pas quel type de plan A ou bien plan B, eux, ils en disposent. Donc, à nos jours, Trump doit relativiser ces décrets. Parce qu'il y a certains décrets qui entreront en vigueur le 18 février prochain. Ou est-ce qu'ils vont entrer en vigueur ou pas? Il y a eu quand même une prolongation d'1 mois sur l'application de certains de ces décrets-là. Effectivement. Mais la Chine, ou bien le pétrole chinois, ou bien le pétrole canadien, autant pour moi, représente 60% de l'importation américaine. Mais vous décrétez quelque chose, vous importez le pétrole de 60% vers votre pays et vous voulez maintenant imposer le droit de douane à ces pays légalement. Selon les informations que nous avons eues, ils voulaient même fusionner Canada et les États-Unis. Mais chose un peu paradoxale et difficile à réaliser. Par quel moyen on va fusionner les deux États? Personne ne le saura pour le moment. Est-ce que, quand vous regardez la réaction de ces pays, parce qu'on a ici, je pense que Marcel Aguessine le rappelait, le Mexique a plutôt semblé un peu faire profil bas, a tenté de négocier. Le Canada a riposté également en annonçant des droits de douane similaires. La Chine également a riposté. La Chine a même porté l'affaire devant l'OMC. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump ne comprend pas qu'il y a les traités de l'OMC, on ne peut pas juste se lever comme ça et imposer des droits de douane unilatéralement? Je pense que les pays ont réagi par rapport à cette nouvelle mesure prise par le président Donald Trump. Même le Mexique a également annoncé des mesures tarifaires et non tarifaires.
et en défense donc des intérêts donc de leur pays. Mais également, ils ont annoncé la mise en place d'un groupe de travail avec les meilleures équipes donc, du Mexique en termes de santé publique, mais également en termes de lutte contre les drogues véritablement, et a invité donc les Américains à véritablement s'ouvrir donc au dialogue pour essayer de trouver un juste milieu. Parce que en réalité, quand vous prenez un peu le Mexique et le Canada, ils jouissent depuis un très bon moment d'une mesure de libre-échange, de libre-échange, de libre donc, circulation donc, des produits et les biens. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas une imposition douanière sur les produits qui viennent donc du Mexique et puis du Canada véritablement. Et que le Canada également a annoncé une mesure semblable à ce qu'a pris Donald Trump. Parce qu'en réalité, quand vous prenez dans l'histoire des États-Unis, le Canada, c'est un allié donc, des États-Unis. C'est un ami de premières heures, que ce soit en Afghanistan, que ce soit lors des différentes catastrophes naturelles, notamment la dernière en date de l'incendie de Californie. On a vu donc l'appui qu'a apporté donc le Canada donc aux États-Unis dans cette période assez difficile. Donc c'est pour dire qu'en réalité Donald Trump est habitué à ce genre de mesures. Même au cours de son premier mandat, vous vous rappelez bien qu'il avait déjà tenté d'imposer un certain nombre de nouvelles taxes donc sur les produits chinois véritablement, et que cela ça a eu un impact véritablement sur les agriculteurs américains, parce que quand vous prenez un peu les produits vivriers qui sont exportés vers la Chine véritablement, et un certain nombre de produits et donc lorsque les échanges commerciaux, je parle de la balance des échanges commerciaux, c'est-à-dire lorsque ce que vous importez et ce que vous exportez n'est pas équilibré. Parce que quand vous prenez un peu, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Chine, que ce soit le Mexique ou que ce soit le Canada, quand vous regardez un peu en termes de montant, quand vous regardez un peu les échanges commerciaux entre les États-Unis et ces pays-là, du moins, je prends par exemple la Chine, les importations sont plus importantes que les exportations véritablement. Donc en réalité, peut-être qu'il se dit que c'est pour protéger le commerce intérieur, parce qu'il a dit qu'il se fonde sur une loi de 1977 et qui lui donne cette possibilité-là de prendre une telle mesure pour réglementer donc le commerce en cas de situation d'urgence nationale. Et pour Donald Trump, la question des immigrants illégaux, la question des drogues criminelles comme le fentanyl sont des questions d'urgence nationale. Parce que il a basé sa campagne sur la guerre contre les immigrants illégaux, du moins les immigrants criminels. Il a commencé par les chasser du territoire américain. Donc il est véritablement dans une logique de mettre en œuvre toutes les promesses de campagne, mais en même temps, vous savez que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc, quelqu'un qui a le sens donc des affaires, qui a le sens de profit et de bénéfice. Je pense qu'il va faire en sorte que les États-Unis continuent par affirmer leur suprématie au plan international. Mais ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien à perdre non plus. Les États-Unis aussi ont beaucoup à perdre. Absolument. La preuve, lorsqu'il avait tenté au cours de son premier mandat d'imposer un certain nombre de nouvelles taxes à la Chine, et que la Chine a riposté par de nouvelles mesures également sur les produits chinois et sur les produits américains, vous vous êtes rendu compte que non seulement l'agriculture des États-Unis a reçu un coup dur, on l'a senti sur les agriculteurs, et le gouvernement était obligé de voter de nouvelles subventions pour leur permettre donc pour soulager donc ces agriculteurs. Et je voudrais peut-être apporter un rectificatif. Tout à l'heure, je disais que la distance en termes de frontières entre les États-Unis et le Mexique était de 11 et de 8 000. Je pense que ça tourne autour de
était de 3000, je pense que ça tourne autour de 8000, et puis ça tourne autour de 3200 km, et puis la distance entre la frontière qui sépare donc le Canada et les États-Unis tourne autour de 8000 km. Je voudrais apporter ce rectificatif. D'accord. Alors, Marcel Agbessinou, est-ce que les réactions que ces pays ont aujourd'hui, par exemple la Chine qui saisit l'Organisation mondiale du commerce, est-ce que toutes ces choses vont pouvoir arrêter Donald Trump, ou bien finalement il comprend que chacun de ces pays finalement est dépendant des États-Unis et il joue sur cela? Non, vous savez, ces dirigeants sont les tractations, les premières tractations pour pouvoir au moins intimider d'une manière ou d'une autre le président Trump. Parce que l'OMC, c'est une organisation mondiale du commerce. Et les pays n'ont pas les mains liées. C'est-à-dire que les États-Unis, d'ailleurs, les États-Unis ne ratifient pas beaucoup de traités. Les États-Unis ne font pas partie de la CPI, ni de l'OMS. Beaucoup de conventions, les États-Unis n'ont pas ratifié. Ce qui fait qu'ils n'ont pas les mains liées vis-à-vis des agressions diplomatiques externes que ce soit. Donc, ce que les présidents des 3 pays ont voulu faire en saisissant l'OMC, c'est de bonne guerre. Mais je peux leur dire qu'immédiatement, eux, ils sont dans une période de vache maigre. Parce qu'aujourd'hui, un président de la première puissance mondiale, qui est le président Trump, qui veut satisfaire, qui veut que l'Amérique soit l'Amérique. Depuis que le monde est monde, les États-Unis sont ouverts à tout le monde. Il y a des afflux par-ci, par-là, des migrants légaux et illégaux d'ici, ça et là. Ce qui fait que il y a beaucoup de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des agressions de fusillade de par la commercialisation de drogue un peu partout aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis n'appartiennent pas à n'importe personne. Les États-Unis sont un territoire pour tout le monde, pour toutes les nations. Aucun d'entre eux là-bas, que ce soit Trump, Hillary Clinton, Obama, eux ne veulent pas revendiquer aujourd'hui la paternité des États-Unis, parce que les États-Unis sont des territoires nouveaux. Lors d'une guerre, c'est récemment que les États-Unis ont vu le jour. C'est la combinaison des immigrés qui ont fait qu'aujourd'hui on appelle États-Unis. Donc, si lui, il se focalise surtout sur sa politique, ses propos, ses messages de campagne, ses promesses de campagne pour pouvoir, ou bien pour riposter, pour mettre un frein à son économie, c'est un peu compliqué. Mais ce que je voulais que ces 3 pays fassent pour au moins avoir quelque chose, c'est de jouer le couloir, les discussions du couloir. Il faut discuter avec Trump et lui proposer quelque chose. Et au moment où vous le proposez quelque chose, à lui aussi va de retour vous donner quelque chose. Mais que d'aller en affront ou bien comment est-ce que je vais qualifier ça, d'aller en gentleman, ça doit leur compliquer la tâche. C'est quelqu'un qui a prêté serment sur ses promesses de campagne, il doit satisfaire à ses nationaux. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est de bonne guerre, mais seulement que ce que je déplore aussi est que Trump est entouré par des gens qui ne maîtrisent pas la politique politicienne, la politique étrangère. C'est vrai, ce sont des milliardaires qui l'entourent, les beaux-frères, etc. Mais on ne peut pas gouverner les États-Unis avec ses connaissances surtout. Mais il faut des techniciens, ceux qui maîtrisent les relations internationales, la politique internationale surtout. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Trump peut aller loin avec ces décrets qu'il a rapidement signé devant
c'est fan, c'est un peu compliqué. Alors, on a le président américain, donc il cherche à atteindre quelque chose, vous l'avez évoqué tantôt, lutter contre la criminalité, l'invasion des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, bon an, mal an, il va atteindre cet objectif, c'est-à-dire réussir quand même à faire en sorte que cette lutte contre la criminalité, que ces États-là prennent des mesures, j'ai envie de dire, en guise de réponse, pour qu'ils puissent desserrer les taux? En réalité, parce que lorsque vous regardez un peu les différentes sorties de ces pays, notamment le Mexique, qui a déjà déployé plus de 8000 soldats à la frontière avec les États-Unis d'Amérique, et un certain nombre d'engagements qui ont été pris donc par la présidente donc de ce pays. Parce que quand vous regardez un peu la structure économique donc du Mexique, le Mexique est dépendant donc des États-Unis. En grande partie, les exportations donc du Mexique, c'est en direction des États-Unis. Donc, il ne peut pas se permettre de se mettre à dos les États-Unis. Donc, la plupart de leurs produits, c'est sur le marché américain véritablement. Donc, ils seront obligés de faire un certain nombre de concessions. C'est quand même surprenant parce que c'est une forme de pression sur les dirigeants mexicains. Parce que l'économie mexicaine vient à peine de sortir de cette situation un peu morose parce que le Covid-19 est venu affaiblir un peu cette économie-là et il ne peut pas se permettre de mettre à dos le président Donald Trump. C'est pour ça qu'ils ont déjà annoncé un certain nombre de mesures pour montrer à Donald Trump leur bonne volonté à coopérer avec l'administration américaine. Et ils ont dit qu'ils étaient disposés à mettre en place un groupe de travail avec l'administration américaine et trouver donc les moyens efficaces pour lutter contre ce qui a été indexé par Donald Trump en imposant de nouvelles taxes, notamment la question des immigrants illégaux et la question de lutte contre les drogues mortelles comme le fentanyl. Mais quand vous prenez le Canada, par exemple, c'est vrai, les États-Unis accusent le Canada de servir de base de fabrication donc de ces drogues mortelles-là. Et jusqu'alors, le Canada n'a pas semblé coopérer avec les États-Unis parce qu'ils savent que les États-Unis ont besoin de leur pétrole, ont besoin de leur gaz. C'est pour ça qu'ils se sont empressés. Ils ont annoncé également une certaine réciprocité en termes de nouvelles taxes sur les produits américains parce que c'est vrai qu'il y aura un impact sur l'économie canadienne, mais les États-Unis aussi vont en pâtir parce qu'un certain nombre de leurs produits de consommation courante comme la bière, le vin, un certain nombre de produits également viennent sur le marché canadien et que les États-Unis ne peuvent pas se permettre également de perdre cette portion du marché. Maintenant, la Chine, c'est un éternel concurrent donc des États-Unis. Une certaine concurrence. Je veux dire, les États-Unis ont toujours ont toujours sorti des muscles parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez la Chine en termes de technologie qui est en avance véritablement. Ouais. Vous avez un marché de consommation de plus d'1 milliard. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est quoi? C'est 10 fois le marché américain qui tourne autour de 300 et quelques millions de consommateurs. Et aujourd'hui, vous avez en Chine des infrastructures de plus en plus solides qui se développent, un secteur industriel assez spectaculaire. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est un ennemi déclaré des États-Unis. Et lorsqu'ils ont des possibilités, que ce soit l'administration démocrate ou l'administration républicaine, lorsqu'ils ont les possibilités d'appuyer encore plus, et vous savez, le dollar règne en maître sur la scène internationale, et donc quand ils imposent de nouvelles sanctions ou de nouvelles taxes donc douanières sur les produits chinois, il y a également un impact parce que la majorité, pour ne pas dire, parce que vous avez en Chine une main-d'œuvre abondante et moins chère, donc vous avez un certain nombre d'industries qui préfèrent s'installer en Chine, fabriquer les produits et les exporter vers donc les États-Unis. Donc vous avez énormément de produits technologiques qui quittent donc le marché chinois donc en direction donc du marché américain. Donc je pense que c'est véritablement une guerre commerciale et le Canada, par exemple, a dénoncé cette mesure, a promis de dénoncer cette mesure devant l'Organisation mondiale du commerce. C'est un peu déloyal, mais dans la cour des grands, il n'y a que des grands qui peuvent vraiment se tenir tête. D'accord. On va aller au deuxième sujet maintenant. Nous parlons de la République démocratique du Congo. On va évoquer donc ce conflit dans l'est du pays. Le mouvement M23, on le sait, depuis quelques jours, a pris le contrôle de cette partie-là et avance inexorablement. Et aujourd'hui, les voix se lèvent pour demander
donc un cessez-le-feu et des actions se mènent de part et d'autre pour un retour au calme. Et les représentants des églises se mêlent à la danse. Au niveau, les principales églises de la RDC se mobilisent pour trouver une solution à la crise. Donc dans l'Est, le mercredi 5 février dernier, les représentants de l'église catholique et de l'église protestante ont annoncé le lancement d'un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris le mouvement M23. Pour les représentants donc des deux principales églises du pays, il ne peut y avoir de solution à ce conflit si les protagonistes ne sont pas inclus dans la recherche d'une solution. Il se dit, Marcel Agbessino, que le chef de l'État ne s'est pas opposé à cette initiative des églises. En même temps, Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'il n'est pas question pour lui de discuter directement avec le M23. Est-ce que vous pensez d'abord que ce conflit, comme n'importe quel autre, doit se discuter autour de la table? D'abord, il faut questionner et s'interroger. C'est quoi M23? Et qu'est-ce qu'il cherche? Et qu'est-ce qu'il veulent imposer aux dirigeants actuels de la RDC. C'est un peu bizarre de voir au sein d'une même nation des groupes de rébellion, des gens qui sont là à contrer la souveraineté nationale établie à travers la Constitution, à travers les lois organiques, à travers les lois de la République. Parce que vous êtes financé par, vous avez des appuis extérieurs, cela ne veut pas dire que tout est permis. Nous avons vu de loin, nous avons écouté de loin les discours de Paul Kagame, qui, d'une manière ou d'une autre, en train de soutenir le mouvement créé en mars 2012, qui est le M23. Ce sont des soldats qui se sont forcés, entre eux, créer ce mouvement pour rebeller contre l'autorité de l'État de la RD Congo. Maintenant, Goma, la ville de Goma, c'est l'est de la RD Congo, qui est proche maintenant avec le Rwanda voisin. Mais je ne sais pas quels sont les mobiles qui sous-tendent le soutien de Rwanda à ces groupes armés installés en RD Congo. Kigali, selon les informations, selon ce que nous avons eu comme information, Kigali est en train de soutenir ces groupes armés de Rwanda basés à Goma, à l'est du Congo, parce que les Hutus sont parmi ces... C'est-à-dire qu'ils veulent riposter contre les Hutus. Nous ne sommes pas en période de génocide de 1994 où il y a 800 000 morts. La page là, est tournée. Il faut de sérieux derrière de ce que Kagame est en train de faire avec son voisin Congo. Nous ne pouvons pas comprendre. Et devant tout cela, toutes ces atrocités, tout ce qui se passe, des déplacés, des morts quotidiennes, on tue au vu et au sud de la communauté internationale, on tue au vu et à visage découvert aux yeux de l'Union africaine et même de la CEDEAO, et personne ne brandit, personne ne dit rien. C'est tout récemment que nous avons appris qu'il y a un sommet qui se prépare, un fac de sommet, une fac de sommet ou bien une fac d'une rencontre à quelque part qui se prépare. Il faut taper du poing sur la table, que ça cesse, ils n'ont qu'à désarmer ces rébellions-là, ou bien ces rebelles au nom du M23, ils n'ont qu'à désarmer ça. L'ONU a la capacité aujourd'hui de taper sur la table et de dissuader ces gens-là. On sait bien, nous savons que la République démocratique du Congo, c'est une nation continent. C'est très vaste et il y a beaucoup de populations.
On n'arrive même pas, un seul président, excusez-moi, ne peut jamais avoir même mise, contrôler les frontières et voir tout ce qui se passe. Il faut le soutien populaire. Mais voilà que les armes aussi circulent en RD Congo comme des jouets de cadeaux. Et aussi les ressources minières énergétiques. Il y a l'or là-bas en grande quantité, bauxite, manganèse, beaucoup de choses. Ce qui fait que ce qui a été le théâtre, ce qui convoitait les Occidentaux, ils convoitent tous ces ressources minières énergétiques. Mais cela ne veut pas dire que si une nation dispose de ressources énergétiques et minières, ça devient un péché pour lui. Ça devient un mauvais sort pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des églises? Parce qu'on sait, il y a la SADC, il y a la CESC, tout cela qui ont des sommets. Pour le moment, ça ne semble pas ralentir les ardeurs du mouvement M23 qui, selon les rapports, est soutenu par le Rwanda sur le terrain. Est-ce que l'implication des églises peut apporter quelque chose de nouveau? Il faut reconnaître qu'historiquement dans ces pays, la RD Congo, l'Église a toujours joué un rôle important dans la vie démocratique, que ce soit dans le cadre des dialogues entre les acteurs politiques ou que ce soit dans le cadre des différentes élections. Vous avez vu la dernière fois, c'était dans le cadre donc de la mise en place de l'organe chargé donc de l'organisation donc des élections. Vous avez vu la réaction de l'Église. Donc l'Église au niveau donc de la République démocratique du Congo, notamment la CENCO, la conférence épiscopale nationale donc du Congo, et l'Église du Christ au Congo qui représente l'Église protestante, ont toujours reporté cette voie-là. Ils ont toujours l'écoute donc des gouvernants donc de ce pays. L'Église, c'est un pilier fondamental dans la vie de la République démocratique du Congo. Et comme ils l'ont dit, ils ont l'accord donc du président de la République, parce qu'il faut le rappeler qu'en début d'année, c'est-à-dire qu'en janvier, ils ont été reçus par le président Félix Tshisekedi. Ça, c'était dans le cadre d'un pacte social pour la paix, le bien-être et le bien-vivre ensemble en RD dans les lacs, dans les grands lacs. C'est un projet porté également par les églises qui vise donc à apporter la paix dans les parties donc de la RD Congo où il y a de la terreur, il y a de l'insécurité, notamment au niveau de l'Est Congo. Par rapport à cette affaire de l'invasion du M23 du territoire de la République démocratique du Congo, je pense, et vous avez vu l'échec des différentes discussions, vous avez vu l'initiative de Luanda, vous avez vu cette démarche également dans le cadre donc de l'organisation sous-régionale, donc au niveau donc de l'Afrique centrale. Vous avez vu toutes ces initiatives-là ont échoué pour la simple raison que le Rwanda n'agit pas en son propre chef sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, c'est la face visible donc de l'iceberg. Derrière le Rwanda, c'est une panoplie de puissances qui soutiennent également cette invasion. Vous avez vu aujourd'hui, c'est vrai que l'Église catholique, notamment la CENCO, les CC, qui estiment qu'il faut aller en dialogue national, incluant toutes les forces vives de la nation, notamment les acteurs politiques, la société civile, mais y compris le M23. Quand vous regardez un peu dans l'Est du Congo, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de groupes armés. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de M23 qui était à un moment donné dans un sommeil profond, presque éliminé. Absolument, il a fallu quelques mois pour qu'ils se remettent sur pied avec une puissance d'envergure et le M23, c'est-à-dire un groupe armée qui utilise les drones sur un territoire dont l'armée n'a pas les capacités d'utiliser les drones pour combattre. Vous comprenez un peu l'appui gigantesque que ce groupe-là a derrière, parce que beaucoup de personnes n'ont pas intérêt que la guerre cesse au niveau de la RDC. Et là, cette initiative, je pense que ça va être encore du temps perdu, parce que quand vous prenez aujourd'hui, vous avez vu un peu leur réaction quand ils ont pris Goma. Ils ont dit qu'ils avancent. Ils vont avancer. Ils vont arriver à Kinshasa. Leur objectif, c'est de prendre le pouvoir. Je pense qu'il faut que les dirigeants de la République démocratique du Congo se réveillent. Parce que ces gens-là, ce qu'ils visent, c'est le pouvoir. On a vu, c'est également dans, je dirais, pas dans les contextes similaires, mais c'est également comme ça, également que Kabila Père a pris le pouvoir. Donc nous avons vu de ce genre de mouvement qu'on a... comment je vais dire ça, on n'a pas trop considéré, qu'on n'a pas pris au sérieux véritablement, mais à la fin on a vu la structure
constitutionnelle où la structure de l'État était déstabilisée. Donc aujourd'hui, vous avez en face donc du M23, je dirais, est-ce que c'est le M23 en train de mener un combat de procuration? Le véritable adversaire de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Donc vous avez en face du Rwanda un État faible. La République démocratique, avec l'ensemble de ses dirigeants, notamment le président Tshisekedi, est un État faible face à ce bout de territoire que le Rwanda en réalité. Parce que le géant au niveau de l'Afrique centrale, c'est bien la RD Congo. Mais quand vous avez, excusez-moi, peut-être je vais être un peu direct, vous avez dans un pays des dirigeants corrompus. Vous avez des dirigeants qui ne pensent qu'à comment se maintenir au pouvoir. Parce que, comment comprendre qu'un dirigeant comme Félix Tshisekedi, qui dit lors des campagnes électorales, je pense qu'il y a des vidéos qui passent en boucle sur les réseaux sociaux, à la moindre escamouche, je vais réunir les 2 chambres du Congrès et je vais demander l'autorisation au Congrès de déclarer la guerre au Rwanda. Mais monsieur Samuel, lorsque le M23, appuyé par 11 000 soldats rwandais, viole l'intégrité territoriale du peuple congolais et pénètre sur le territoire congolais, tue plus de 3 000 citoyens congolais et prennent Goma, et ils ont tué même le gouverneur ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a certains représentants du pouvoir central qui ont fui donc la localité. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est quoi? C'est une agression. Le Rwanda a officiellement agressé la République démocratique du Congo et a violé une disposition assez importante de la constitution de ce pays, qui est l'inviolabilité du territoire donc de la République démocratique du Congo. L'intégrité territoriale a été touchée. Donc un vrai chef suprême des armées, un vrai premier magistrat donc du pays, un vrai premier citoyen donc du pays, qu'est-ce que tu fais? Tu mobilises l'armée, tu déclares l'état d'urgence et tu attaques le Rwanda. C'est-à-dire que là, puisque un pays t'a attaqué, tu l'attaques sur son territoire, véritablement. Moi, je fais partie, parce que vous avez suivi également la réaction donc du secrétaire général de l'ONU. Pauvre secrétaire général, il ne peut pas faire autre chose que de dénoncer ces violations donc des droits des Congolais. Vous l'avez écouté. Il a appelé à ce que cette agression du territoire de la République démocratique du Congo cesse. Donc en réalité, la réponse qui sied à cette situation, mais je pense qu'on peut multiplier des rencontres par ici, par là, les dialogues par ici, par là. Je pense que si M. Tshisekedi et son gouvernement ne prennent pas conscience de la situation et mobilisent toute l'armée et appellent également les citoyens à se mobiliser et déclarer la guerre au Rwanda, parce que la réponse à ce problème, c'est une réponse militaire, Samuel. Il n'y a pas autre solution. Les discussions ne vont donner rien. Ils vont perdre le temps. Et comme ils ont un agenda caché, c'est de prendre Kinshasa. Un beau matin, vous allez entendre sur les médias internationaux que M. Tshisekedi a été déposé et que le pouvoir a été pris par ces usurpés-là, ces personnes-là qui ne visent que les richesses naturelles que Dieu Tout-Puissant a voulu faire don à ce pays-là. Et ces puissances occidentales vont se partager ces richesses-là au niveau donc de l'Est du Congo. Alors, comment se fait-il que tout cela se passe? C'est vrai qu'il y a quelques condamnations, mais on a l'impression d'une indifférence de la communauté internationale. Et vous savez, nous n'allons pas appeler les belligérants à la guerre. Nous ne savons pas notre devoir. Excusez-moi, mon co-débatteur, il dit que non, la terre, non, c'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est de les proposer des solutions pacifiques à ce que les deux nations retrouvent la stabilité de part et d'autre. Ce que moi je déplore, l'indifférence, ce que je déplore est que il n'y a pas quelque chose que nous appelons la légitime défense. Le Rwanda n'agit pas aujourd'hui comme il a été agressé par le Congo. Vous le savez mieux. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En 1956 surtout, l'URSS a justifié son intervention militaire en Hongrie à travers les accords ou bien les traités de Varsovie qui prévoyaient, qui sacralisaient, qui consacraient la légitime défense. Il y a un traité, il y a un accord. La légitime défense entre les Européens. Lorsque une nation européenne a été attaquée, l'accord prévoyait et sacralisait que
il y a la légitime défense. En 1968, la même nation, l'URSS, a fait son invasion, son intervention également militaire en Tchécoslovaquie. Mais tel n'est pas le cas dans ce contexte actuel. Si nous relativisons un peu les choses, c'est qu'il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas de la légitime défense de la part de Kigali ou bien du Congo. Un bon matin, vous vous levez, vous appuyez le M23, qui est d'ailleurs qui sont des mêmes citoyens, ce sont des anciens officiers qui se sont désolidarisés du pouvoir central et ils ont créé ce mouvement-là en mai 2012. Et vous, président Kagame, vous avez choisi de mauvais côté, c'est-à-dire que appuyer ces groupes-là pour sécuriser les sites miniers. C'est l'objectif même du Rwanda, sécuriser les sites miniers. Il va sécuriser ces sites miniers pour qui? Pour peut-être les firmes internationales, peut-être pour sécuriser ces sites miniers, pour peut-être son donneur d'ordre, son mentor qui est caché derrière, lui il est en train de faire une guerre de procuration, comme l'a martelé tout à l'heure mon co-débatteur, mon frère, mon collègue juriste Sama Ouro. Mais c'est un peu compliqué. L'indifférence est que Kigali est en train de sécuriser le site minier pour les Occidentaux, pour peut-être l'OTAN. Mais eux, ils ne seront pas. Ils sont obligés de rester indifférents parce que s'ils sont venus maintenant pour calmer les belligérants, leur gâteau va tomber, leur pain là, leur dû, ils n'auront pas leur dû. Raison pour laquelle ils ont encore manipulé le civil qui n'est même pas d'ailleurs un président, le président Antonio Guterres, qui a déjà pondu son communiqué comme de par le passé. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour la RD Congo. Bien que c'est une nation continent, mais son armée est un peu impuissante devant l'armée de Kigali et du M23. On sait bien sûr que dans ces guerres-là de procuration, il y a des appuis logistiques, etc. Même les drones silencieuses. D'accord. Donc c'est un peu bizarre. Ces Occidentaux, c'est ceux qui sont dans les coulisses, qui font la guerre de procuration et qui alimentent cette guerre-là. Et ils sont toujours indifférents. D'accord, on va en parler, on va continuer d'en parler tout à l'heure. Permettez-moi juste de sonner la pause pour suivre le journal. 10 minutes après, on est de retour.